1974. 1er janvier 1974. Billet de Sujata à Satprem. Que notre aspiration ait le pouvoir de révéler ce qui est caché et de manifester l'inattendu. Lettre de Satprem à sa mère. 1er janvier 1974. Ma petite mère, ton télégramme est arrivé quand j'allais poster la lettre ci-jointe. Nous communions dans le chagrin. Toutes ces douleurs me poussent à aller encore plus profondément au-dedans, à la source qui seule est réelle. C'est cela qu'il faut rejoindre. Sinon, tout est comme une douloureuse illusion. Et je prie pour toi. Je sais ce que tu traverses. J'ai vu plusieurs fois François ces temps derniers, peut-être au moment où il s'en allait. Je rappelle que François est le frère de Satprem qui vient de se suicider. Et c'étaient des rencontres pleines d'affection, comme je n'en avais pas eu depuis des années, comme si je le retrouvais. Tout ce qu'il faut est fait pour que son passage soit aussi protégé que possible. Je ne connais pas les circonstances extérieures de son départ, mais ce que j'ai vu m'assure qu'il est parti sans perdre le contact avec la lumière. Son âme est avec moi. T'avait-il parlé de moi avant son départ ? Dans la dernière lettre que je lui ai écrite, je lui disais de venir me rejoindre ici. Il y a une chose importante. Ce sont toutes les lettres que j'ai écrites à mon frère. J'ai mis le meilleur de mon cœur pendant des années et des années. Il n'y a aucun être au monde à qui j'ai donné plus qu'à François. Cette correspondance, c'était une lutte contre la mort. Je voudrais que cela serve un jour à d'autres comme François et leur évite peut-être des chemins douloureux. Que la douleur de ce pauvre gosse serve au moins à d'autres. Alors, je voudrais récupérer toute cette correspondance, je ne sais comment. Tu comprends que de ce désastre, il sorte au moins quelque chose de constructif pour le monde, pour ces malheureux. Un jour, je ferai un livre avec ces lettres, et avec certaines très belles lettres de François. Oh, ma petite mère, tout ce que nous pourrons faire, c'est de tirer quelque lumière et d'aide et de compassion hors de tout ce désastre. Avec le départ de mère et de François, ma vie est comme brisée. Je ne sais pas ce qu'il me reste à vivre, mais je veux employer ces années ou ces jours qui me restent à donner tout de moi dans le meilleur de mon art, car c'est tout ce que je sais faire. Ce n'est pas notre douleur, c'est la douleur du monde. Avec amour, je suis avec toi, Satprem. 2 janvier 1974. Comment pourrais-je être libre tant que mon frère sera en enfer ? 16 janvier 1974. Ma petite mère, j'ai reçu hier ta première lettre et une lettre de Colette depuis le départ de François et ce télégramme laconique. J'ai des choses importantes à te dire. N'est-ce pas ? La vie finit vite et il est important de comprendre ce pourquoi l'on est venu et de faire le progrès pour lequel on est venu dans un corps terrestre. Si François avait voulu vraiment comprendre, il ne serait pas parti.
et il aurait fait le progrès qu'il devait faire. On meurt parce que l'on est incapable de faire le progrès voulu. Ton fils François, mon frère, que j'aimais comme nul autre au monde, n'était pas un être ordinaire, pas plus que ton fils Satprem, mais pour les mêmes raisons. Mais ces êtres pas ordinaires ont aussi des difficultés pas ordinaires, et ils ne peuvent les résoudre que par des moyens pas ordinaires. François, comme ton fils Satprem, était né pour incarner quelque chose de l'amour divin et créer quelque chose par la force de cet amour. Mais l'amour divin n'a rien à voir avec l'amour sentimental des hommes. Il aime tout et partout, mais il ne s'enferme nulle part. C'est une force universelle. La difficulté de François a été résumée en quelques mots par une phrase de Colette qui ne savait pas si bien dire. Son pauvre cœur n'était pas à la dimension de son amour. Oui, cet amour était grand, parce qu'il avait une source divine, mais il a voulu enfermer cet amour dans une famille, un foyer, des enfants, une médecine, et il a tout perdu. Parce que cet amour n'était pas fait pour vivre dans ses limites, ce n'était pas destiné à une petite histoire bien pensante, le médecin des âmes, le père idéal, etc. C'était fait pour être plus vaste que cela, plus universel, et pour créer. François n'a jamais pu créer, parce qu'il n'a jamais pu mettre son amour sur le plan d'en haut, et la force créatrice non utilisée s'est retournée en force destructrice. Non, François n'était pas un homme ordinaire, mais son cœur n'a pas été à la hauteur de ce qui voulait passer à travers lui. Et tous, vous étiez à pousser dans ce mauvais sens. Vous vouliez lui faire un foyer bien chaud, lui redonner une médecine, l'entourer de ces limites mêmes qu'il devait franchir s'il devait survivre. Et pour finir, l'Orient. Note de bas de page, c'est là que s'est suicidé mon frère. Il y avait de quoi se tuer, évidemment. Ce n'était pas cela qui pouvait sauver François. Il fallait au contraire qu'il trouve la force d'envoyer promener sa famille, son métier, sa mère, et qu'il débouche sur sa propre réalité, sa source d'amour qui s'universalise. C'était pour cela qu'il était né. Et ce n'est pas la première fois que mon frère François se suicide. Je connais mon frère depuis plusieurs vies, et chaque fois il a commis la même bêtise. Il n'a pas eu la force de sauter le pas. Il a été faussement enfermé par une famille qui voulait son « bien », entre guillemets, mais un petit bien religieux, moral, médical ou autre, pour lequel il n'était pas fait. François a été la victime du bien, entre guillemets, plus que du mal, entre guillemets. Et quand il a sauté dans l'autre extrême, les drogues, les excès sexuels ou autres, c'était encore pour se délivrer d'un bien, entre guillemets, qu'il étouffait. Je sais ce que c'est. Il m'a fallu un camp de concentration et quelques enfers solitaires pour me délivrer à tout jamais de ma bonne éducation et de ma famille. Sinon j'aurais fini comme François. Je me serais suicidé aussi. Et comme François, je me suis suicidé plus d'une fois en d'autres vies. C'est pour cela que je connais bien mon frère, que je comprenais bien son mal et ce qui pouvait le sauver. Il y a un nœud du destin, et chaque fois, on revient sur terre pour dénouer le nœud, c'est-à-dire progresser, s'élargir, aimer plus vastement. C'est pour cela qu'on est. Et si l'on ne dénoue pas son nœud dans cette vie, il faut revenir et encore revenir jusqu'à ce que le travail soit fait et que l'on soit libre pour accomplir la mission de son âme. Tu es étroitement lié à ce nœud. Tu as été plus d'une fois le témoin d'une tragique destinée de tes deux fils, François et Satprem. C'est pour cela. C'est ce souvenir subconscient
qui donne une intensité particulière à ta douleur. Mais c'est pour cela aussi qu'il faut que tu comprennes. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois faire le progrès voulu et t'élargir. Il ne faut pas qu'encore une fois, la tragique erreur se renouvelle. Je ne sais pas si tu comprends mon langage, mais une fois, au moins, la vérité sera dite. Car n'est-ce pas, à quoi sert la vie si ce n'est pas pour y mettre un peu plus de vérité et grandir? Les vieilles vérités doivent être brisées pour que l'on puisse passer à la vérité plus large. Sinon, on s'enferme et on meurt. Oui, ou on se consume sur une douleur négative. Ma mère aussi n'est pas un être ordinaire, et ses épreuves ne sont pas ordinaires. Mais il faut qu'elle ait le courage d'employer des moyens pas ordinaires et de passer au-dessus de ses limites. Alors elle aura rempli ce pourquoi elle est née. Elle pourra mieux aider François à dénouer son nœud. Ton amour maternel n'a pas aidé François, bien que tu aies pu en avoir l'illusion, au contraire. Cette illusion était si forte que tu m'écris même « Il semblait si bien, nous le croyions sauvé. Il allait à Lorient au rendez-vous du propriétaire. Mais moi, je voyais pas à pas la mort venir sur lui, et je savais qu'il mourrait s'il restait auprès de vous, et je n'ai pas arrêté de le dire. Mais envoyez-le ici, poussez-le dans l'avion, c'est la seule chose qui peut le sauver. Oui, il est allé au port de Lorient. L'apostrophe. Lorient. Et il n'a pas eu le courage de s'embarquer pour Lorient, l'apostrophe, et il s'est suicidé. C'est ainsi. Il n'y a pas de reproche à faire à personne. Chacun a fait du mieux qu'il a pu, selon ce qu'il concevait. Mais il serait utile que chacun comprenne, que chacun arrive au vrai sens de sa vie. Tu n'es pas faite pour finir ta vie sans son vrai sens, en te laissant aller à un chagrin égoïste, car en vérité, on ne pleure jamais que sur soi-même. L'amour, majuscule, vrai, n'est pas de cette sorte sentimentale et bien pensante ou bien voulante qui veut incliner les gens selon une certaine façon. Il est au-dessus, il rayonne purement sans vouloir quoi que ce soit. Et par sa seule propre force pure et rayonnante, il transmue ce qui est autour sans même chercher à transmuer. Et il est sûr de bien faire parce qu'il n'a pas voulu telle ou telle chose, même pas voulu le bien, parce qu'encore une fois, notre soi-disant bien est sujet à caution, et il s'avère toujours que notre bien ne vaut rien pour le voisin, et pas même, surtout pas, pour nos propres enfants. Voilà. Alors, si tu veux venir à Pondichéry, tu as peut-être une occasion de te mettre devant la vraie profondeur de ta vie. Il ne s'agit pas de venir ici pour cacher sa douleur, entre guillemets, mais pour franchir le pas, trouver ce qui est derrière la douleur, la source, dénouer le nœud. Et si tu dénoues ce nœud en cœur et en esprit, tu auras fait ce qui peut aider le mieux François, même de l'autre côté, et nous aider tous. Alors tu rayonneras vraiment, purement, et ta vie aura son sens. Parce que ma petite mère n'est pas un être ordinaire, et il n'est pas digne d'elle qu'elle finisse sa vie vaincue par la douleur, c'est-à-dire finalement vaincue par l'égoïsme, parce qu'il n'y a de douleur que de soi. Je t'invite donc à venir. Tu m'apporteras le gros carton de cette correspondance et le journal de François. Nous ferons un livre, un beau livre de tout cela, parce que là aussi il faut donner son sens aux choses, au lieu de laisser finir tout cela dans la poussière du chagrin. Et il est clair que tu ne viens pas pour voir ton fils, entre guillemets, mais pour trouver ce qui est à trouver.
Je ne suis vraiment ton fils que dans la mesure où tu sors de la famille et grimpes dans la vaste lumière. Là, nous nous retrouvons. Et l'amour coule naturellement sans rien vouloir prendre ni même donner. Oh, ces dons qui sont seulement l'envers du prendre. J'ai d'ailleurs beaucoup de travail grave depuis le départ de mère et je suis complètement retirée pour pouvoir écrire le livre que je dois écrire sur mère. Là aussi, j'essaie de trouver un sens, avec un grand S, positif. Il faut toujours trouver le sens qui monte. Alors nous nous verrons, mais pas dans les conditions d'autrefois, sans contrainte et quand ce sera nécessaire ou intérieurement senti. Tu pourras être tranquille chez Reg, te mettre dans l'atmosphère du samadhi, et je suis sûre, je sais, que Sri Aurobindo t'aidera à franchir le pas et à sortir de là élargie, plus grande, plus aidante, vraiment pour tous. Ton fils existe seulement dans la mesure où il est Satprem. Bernard est un vieux mort qui n'a pas besoin d'être remué dans son cercueil. Et Satprem t'aime dans la vérité. À bientôt, Satprem. 31 janvier 1974, André Brincourt à Deer House. Note de bas de page. André Brincourt était le directeur du Figaro littéraire. Deer House est le nom de la maison où nous étions réfugiés avec Sujata et les papiers de mère dans ce grand jardin appelé Nandanam. 16 février 1974. Vision de Sujata. Mère reprend ses activités. Les plaies sont en train de se cicatriser dans son dos. Conversation enregistrée le 6 janvier 1991. Satprem à Sujata. Je voudrais que tu essaies de revisualiser, tirer cette vision que tu avais eue très peu de temps après le départ de mère. C'était en février 1974, 3 mois après son départ. Sujata. Oui, Satprem. J'avais noté dans mes carnets, mère reprend ses activités, les plaies en train de se cicatriser dans son dos. Mais j'avais noté 3 lignes, n'est-ce pas, parce que je ne voulais pas mettre ça noir sur blanc. Sujata. Oui, Satprem. Et c'était noté à la date du... Attends, je vais retrouver. Vous m'aviez dit le 16 février. Oui, c'était dans mes carnets à la date du 16 février 1974. Sujata. Et nous voilà, nous sommes quoi aujourd'hui? Le 6 janvier 91. Bon, je l'ai relié, vous savez, un peu avec la visite d'Indira Gandhi. Satprem. Elle était venue à l'ashram? Sujata. Oui, elle avait même passé la nuit chez Pavitrada, si je me souviens bien. Enfin, je me souviens que c'était à peu près à cette date. Je crois bien que c'était la nuit que j'ai eu cette vision, parce que j'ai beaucoup de visions l'après-midi aussi. C'est plus que probable. Donc, je me trouvais sur la véranda où maintenant se trouve le fruit room, vous savez. Juste derrière moi se trouvait la porte et le bureau de mon père. J'étais dans cette ligne. Je me suis trouvée debout, regardant vers la mer, vers l'est donc. Et de là où je me trouvais, j'avais une vue générale sur la cour de l'ashram. Tout au fond, il y avait la chambre de Boulada. Je me suis trouvée là, et tout d'un coup j'ai vu mère qui marchait très rapidement. Je l'ai vue sortir du coin. Probablement elle sortait de la salle de méditation. Satprem. Oui, de là où on l'avait mise dans sa boîte. Sujata. Oui, là où ils ont laissé la chaise. Ils l'avaient descendue là, dans la salle de méditation. Satprem. Oui. Sujata. Bon, et c'est de là qu'elle a tourné le coin de la chambre. C'était à ce coin-là que j'ai aperçu mère. Elle marchait très rapidement. Plus elle marchait, plus elle avançait vers moi. Donc c'était à l'est, de l'est à l'ouest qu'elle venait.
Plus elle marchait, plus j'avais l'impression qu'elle grandissait. En tout cas, elle était très grande, c'est mon souvenir. Elle était très grande, mère. Et elle ne regardait nulle part, comme si elle venait de sortir d'un sommeil ou quelque chose, je ne sais pas. Elle sortait. J'avais l'impression qu'elle sortait après ce choc d'avoir été mise dans la boîte. Enfin, elle avançait. Je ne sais pas combien de pas elle a fait, mais elle avait des pas de géant. Et puis elle est arrivée à la hauteur du samadhi. Elle l'a dépassé un peu, et elle est arrivée devant la fenêtre de Pujjalal. Cette hauteur correspond au bas du samadhi. Satprem, oui, là où est la tête de Sri Aurobindo, Sujata. Est-ce que c'est ce côté? Sa tête est à l'ouest ou à l'est? Satprem, sa tête est à l'est. Sujata. C'était vers le petit côté, donc à l'ouest, au pied de Sri Aurobindo. Arrivé là, tout d'un coup, je me suis aperçue, mère ne regardait pas, elle continuait de marcher, que sa robe, qui traînait peut-être un peu par terre, qui couvrait tout son corps, n'est-ce pas, et probablement touchait terre, je ne peux pas dire exactement. C'est comme si sa robe, un bout de sa robe, avait fait un effort pour balayer un homme. Et cet homme est allé rouler vers le samadhi, sans toucher le samadhi, vers un côté du samadhi. Satprem. Il a roulé par terre. Sujata. Il a roulé complètement par terre, balayé par la robe. Mère ne s'est pas attardée, elle marchait. Satprem. Elle ne regardait même pas. Sujata. Elle ne regardait même pas. Rien. Je ne crois pas qu'elle avait les yeux fermés, mais elle ne regardait pas. Ses yeux étaient fixés devant. Satprem. Et cet homme, Sujata. Alors j'étais tout étonnée de voir cet homme qui roulait comme ça et qui allait vers le côté du samadhi. Eh bien, c'était Navajata. J'étais tout étonnée de voir Navajata. Satprem. Balayé. Sujata. Balayé par un bout de sa robe. C'était tout à fait étonnant. Mère ne faisait aucun effort. Elle marchait, elle ne s'est pas arrêtée, une fraction de seconde, mais c'est par le bout de sa robe, qui était grande, comme si la robe avait fait un effort pour balayer cet homme de gauche à droite, comme ça. Il roulait sur la cour, n'est-ce pas, et il était balayé, riant. Ça m'a tout à fait étonnée de voir que c'était Navajata. Mais mère ne s'est pas arrêtée, comme je vous l'ai dit, elle a continué à marcher, c'est-à-dire qu'elle s'approchait de plus en plus de l'endroit où je me trouvais. Puis elle a fait encore quelques pas, et elle est arrivée, comment dire, il y a cet escalier qui monte chez Pavitrada. Satprem, oui. Sujata. Eh bien, encore une fois, mais sans effort, la robe a encore fait rouler, balayer un autre homme. Eh bien, ce deuxième-là, c'était Barun Tagore. Curieux. Note de bas de page. Barun Tagore était à l'époque propriétaire, entre guillemets, de l'imprimerie Europresse à Auroville, qui allait éditer en 1974 le roman de Satprem, Par le corps de la terre ou le Sannyasin. Satprem, balayé. Sujata, complètement, comme une feuille morte, vous comprenez? Comme une feuille morte qu'on balaye, ça ne vous demande pas d'effort. Satprem, mais le premier, il y avait eu un effort. Oui, Sujata, oui, je sentais que la robe avait fait un effort pour le premier. Pour le deuxième, pas du tout, comme une feuille morte balayée. Ce sont les deux balayages que j'ai vus. Ensuite, mère a continué et elle est venue là où je me trouvais. Je n'ai pas bougé pendant tout ce temps, j'étais comme un spectateur qui regardait. Je ne sentais pas que je devais bouger. Et puis mère est arrivée. À ce moment, elle avait une taille un peu plus normale, disons, mais grande quand même. Elle était grande. Et elle montrait son contentement de me voir. Il devait y avoir un certain nombre d'autres personnes, j'ai l'impression. Puis elle m'a appelée et d'un coup j'ai aperçu sur son bras gauche comme une blessure. Je ne sais pas comment on dit. En anglais on dit bed sore, vous savez. Satprem, escar. Oui, j'ai aperçu ça. Ça m'a fait mal. C'était plein de sang, vous savez. Et sur sa robe il y avait des taches de sang. Satprem. Ah oui, avec des sanglots dans la voix. Les salauds, ces salauds.
Ces assassins. Et blanc, hein? Impeccable. Sujata. Et mère m'a dit qu'elle voulait prendre un bain, que j'aille arranger pour qu'elle puisse prendre un bain. Voilà. C'était tout, la vision. Note de bas de page. Sujata a oublié de dire qu'elle avait vu aussi des poils dorés sur le bras de mère. Cela nous a semblé très énigmatique pendant longtemps. Silence. Sujata. Plus tard, je me suis renseignée parce que je ne suis pas allée voir mère du tout après la fermeture des portes en mai 1973. Et quand nous sommes arrivés le matin du 18 novembre, il y avait déjà une sorte de barrière. Ah oui? Sujata. On ne pouvait pas s'approcher de mère. Mais je me suis renseignée. Il y avait Vasuda, l'assistante de mère. Il y avait Minou, à qui j'ai parlé un peu, parce que Minou lavait le linge de mère, n'est-ce pas? Alors elle savait. Et elle m'a confirmé, et Vasuda m'a confirmé, qu'en effet mère avait des escarres. Quand elle s'occupait de mère a été malade plusieurs fois, jamais elle n'avait eu d'escarres. Mais là, elle en avait. Et puis aussi, ce que j'ai compris, c'est que non seulement elle avait ses escarres, mais même quand ils l'ont descendue, elle a été là 2 ou 3 jours, mère. Saprem, en bas, Sujata. En bas, dans la salle de méditation. Eh bien, ça avait continué à saigner. Ça avait taché sa robe. Alors voilà. Je ne savais rien de tout ça. J'ai seulement vu, et après je me suis renseignée. Saprem. Je n'ai vraiment jamais pu comprendre comment ils ont pu avoir la cruauté ou l'inconscience de la descendre 3 heures après ce... Comme ça. Tout de suite, hop, on la descend et on la met sous les ventilateurs et des milliers de gens. Je n'ai jamais compris. Ces gens étaient censés avoir eu un minimum d'éducation yogique, n'est-ce pas? 3 heures après, on la descend, c'est fou. Nolini disait oui, André disait oui, tout le monde disait oui. Ils étaient tous d'accord. Sujata. Nolinida avait protesté, mais vous savez, devant ce pranab, il a protesté, Nolini? Sujata. Nolinida avait protesté. Même Sanyalda, le médecin de mère, avait dit que mère avait dit de ne pas la déranger tout de suite. Nolinida avait dit la même chose. Mais eux, ils ont été appelés seulement vers 11 heures du soir, vous savez, après qu'on ait dérangé mère. Saprem. Oui. Sujata. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont changé les vêtements, ils ont tout arrangé. C'est seulement à 11 heures qu'on a appelé Nolinida. Saprem. Et puis hop, descendu. Sujata. Oui, je crois qu'à 2 heures, ils l'ont descendu. De 7 heures à 2 heures. Saprem. C'est fou. C'est d'une cruauté. Silence. Sujata pleure. Saprem. Bien, ma douce. Il ne faut pas se peiner. Il ne faut pas se peiner. Sujata. Non, mais comment ne pas être peiné? Cette mère, n'est-ce pas, qui a fait tant pour nous, tant pour nous. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour nous? Et puis la traiter comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de l'humanité, c'est de la sous-humanité. Saprem. Mais oui, mais c'est ce que nous voyons partout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'humanité et qui va disparaître. Sujata. Ce sont des pisachas, des mondes du vital inférieur, qui font des choses comme ça. Saprem. C'était des échantillons justement de ce qui n'est pas humain. Et ceux qui étaient un peu plus humains, ils n'avaient aucun courage pour exprimer ce qu'ils sentaient. Un manque de courage complet.
une lâcheté en fait. Silence. Ô Seigneur, heureusement c'est loin derrière. Sujata. Oh oui, ça fait presque 17 ans, mon doux, non, que j'ai vu ça. Satprem. Oui, 17 ans. Oui, ça va faire 17 ans. Alors tu vois, Navajata, rouler. Mais j'ai la roulé combien d'années après? Sujata. Je me demande, est-ce que ce n'était pas en 83 qu'il est parti? Ou 82? J'ai oublié. J'oublie toujours. Je ne sais plus. Note de bas de page, c'était en janvier 83, 9 ans après. Enfin, il est parti, ça, vraiment. Il voulait faire la religion de Sri Aurobindo, n'est-ce pas? On prend Krishna en or, en laisse, on va le montrer dans tous les endroits, et puis donnez-nous un peu d'argent. Donnez-nous de l'argent. Sujata. Oh, vous savez, il avait obtenu pas mal d'argent avec cette society. Note de bas de page, la Sri Aurobindo Society, ou SAS, de Navajata. Satprem. Ah, il corrompait tout. Les magistrats, les policiers, tout était sous son contrôle. Les avions, un service de renseignement fantastique. Tu ne pouvais pas prendre un avion sans qu'il le sache. Tu ne pouvais pas mettre une lettre à la poste sans qu'elle soit ouverte. Tu ne pouvais pas téléphoner sans que ce soit écouté. C'était fou. Et les assassins, on les achetait tout. Il avait tout à sa disposition. Il a acheté les magistrats. Vous allez mettre ceux-là en prison. Il avait des pouvoirs fantastiques, cet homme. Et à Delhi, hein. Et il savait que Satprem, c'était celui qui était dans son chemin. Il savait que c'était moi, l'ennemi. Sujata. Mais oui, qu'est-ce qu'il n'a pas essayé pour vous enlever de son chemin? Mais vous voyez, Mère avait d'autres plans. Satprem. Et dire que j'écrivais à ces Aurovilliens pour essayer de leur faire comprendre ce qu'était cette society. Vraiment, j'en ai dépensé de l'énergie. Bon, enfin, laissons. Je voulais que ce que tu avais vu soit noté. Il pouvait tout acheter, cet homme. Les magistrats, les postiers, Sujata. La police, la police, oui, il pouvait tout acheter. À Delhi, il a acheté l'enregistrement des étrangers, n'est-ce pas? C'était lui qui contrôlait le FRO, Foreign Registration Office, le bureau d'enregistrement des étrangers, de Pondichéry. Il avait des pouvoirs partout. Tu ne pouvais pas faire une demande au FRO de Madras sans que ce soit su immédiatement. Tu ne pouvais rien faire nulle part. C'était fantastique. Il avait de l'argent tant qu'il voulait. Il pouvait tout acheter. Et dans les ministères, il savait tout. Sujata. Mais ça, c'est le signe vraiment de l'adversaire, vous savez? Satprem. Oui, le pouvoir de corruption. Sujata. Ah, à propos, je voulais vous dire, et j'ai oublié, cet homme qui est venu le 1er janvier 78 nous trouver. Satprem. Ah oui, avec la lettre d'expulsion. C'était un homme de Nava aussi, ça. Sujata. C'était un homme de Nava. Il s'appelait Devdut. Satprem. Devdut. C'est un homme de la Society. Nous sommes partis de Madras, tu vois, pour aller à Delhi, à Almora. Note de bas de page. Sujata et moi étions déjà en quête d'une cachette dans l'Himalaya en 1978. Nous avons été suivis partout. Et nous sommes arrivés à Dehradun. Ils étaient là. Ils savaient dans quel hôtel nous étions et ils sont venus nous porter la lettre d'expulsion des trustees. Nous avons été filés, poursuivis, espionnés, partout. Sujata. C'est fantastique. Satprem. À l'hôtel, je me souviens de Dehradun, nous étions à l'hôtel du président. Ah, ça s'appelait président. Oui. On nous dit quelqu'un vous demande. Moi, j'étais à milieu de penser qu'il pouvait y avoir quelqu'un de Navajata qui était là, avec une lettre signée de Kunuma. Vous êtes expulsé de l'ashram, à Dehradun, dans le salon de l'hôtel.
Sujata. Mais oui, Satprem. C'est fou, c'est fantastique. Nous étions ligotés. Pas un téléphone, pas une lettre, pas un taxi. Tout était su par lui. Oh oui! Les gens ne peuvent pas imaginer le réseau qu'il avait, le pouvoir qu'il avait. Et non seulement à Pondichéry, mais presque partout dans l'Inde. Oui, à Calcutta, à Delhi, il savait tout, il manipulait tout ce qu'il voulait dans les ministères. C'est vraiment fantastique, ce pouvoir de corruption. Il s'apprêtait à faire un terrible dégât. Il en a fait beaucoup déjà avec la religion de Sri Aurobindo. Oh oui! N'est-ce pas? Krishna en or. C'est son petit chien qu'on va balader. Oui, enfin, riant, le supramental a d'autres idées. Satprem, oui. Sujata. Ce Devdout était de la SAS. Satprem. Alors tu vois. Et c'est lui qui est venu nous porter cette lettre. Je me souviens, c'était le soir. Sujata. Oui, c'était le soir du premier. Satprem. C'était le soir. On m'appelle dans le salon de l'hôtel. Sujata. Nous avons aussitôt pris un taxi, revenu à Delhi, pris un avion. Satprem. Retourné à Nandanam pour voir les cadenas sur la porte. Sujata. Mais oui! Satprem. Et le Kunuma qui fait appeler Dilip, le gardien de Nandanam, et qui lui dit « Appelez la police ». Sujata. Dilip était malade. C'était son frère, Ashwini. Note de bas de page. En fait, notre gardien avait été balayé par Kunuma & Co. pour mettre un gardien plus sûr. Satprem. Oui, alors, il a appelé la police, qui est venue tout de suite, bien entendu, la police. C'était aussi Nava. Sujata. C'est lui, d'ailleurs, cet Ashwini, qui a informé Kunuma dès que nous sommes arrivés. Satprem. Et la police qui venait pour le breach of peace. Note de bas de page. Breach of peace, attentat contre l'ordre public. Sujata rit. Sujata. Mais heureusement, il y avait nos amis. Comment s'appellent-ils? Nicole et le reste qui ont tout organisé pour... Satprem. Oui, mais ce qui est fantastique, c'est le pouvoir qu'il avait et ce qu'il s'apprêtait à faire. Sujata. Ah oui, ça aurait été un dégât. Ouf, on ne peut pas imaginer. Satprem. Eh bien, c'était simplement une nouvelle église. Sujata. Avec toute la force de la vérité à l'intérieur. Satprem. Oui, c'est cela. Le mensonge attrape toujours la vérité pour... C'est la base du mensonge. Il s'empare de la vérité. C'est cela qui est un phénomène si fantastique. La puissance du mensonge, c'est qu'il attrape la vérité. Sujata. Oui, et plus la vérité est forte, plus le mensonge est puissant. Satprem. Puissant. Eh bien, regarde. On a un pape avec une église du Christ, et combien de millions et de millions de petits chrétiens? Alors, combien de millions et de millions de petits de la religion de Sri Aurobindo? Sujata. Ah oui! Satprem. Mais ça, j'ai tout de suite compris et tout de suite su. La religion de Sri Aurobindo ne sera pas. Et je la détruirai. Il n'y aura pas de pape et de prêtre de Sri Aurobindo, Nava Ier, Nava II, Nava III, et on continue le business de père en fils avec quelques inquisitions en cours de route. Ça, j'ai tout de suite compris. Silence. Bon, ça suffit. Oui, je veux ajouter quelque chose qui tout d'un coup me frappe, que je n'avais pas réalisé vraiment. La deuxième personne, ce Barun Tagore, que mère a balayé comme une feuille morte là aussi. C'était un vilain tout petit bonhomme. Mais le pouvoir qu'il a eu, et le plan qu'il avait, parce qu'il a eu le pouvoir chez Lafont. Ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas, c'est prendre, attraper Satprem et être le propriétaire de Satprem, tu comprends? Sujata. Ah oui! Tu te souviens, pas à pas, il disait... Mais je vais réimprimer tel livre, et tel livre, et tel livre, et tel livre. Sujata. Oui, Satprem. Il voulait être le propriétaire de Satprem. Et puis on l'étrangle, tu vois?
En fait, il avait un rôle très important. Et comme je me suis battue avec Lafond, et comme Lafond n'a pas compris ce que je voulais lui dire, il n'a jamais compris. Il était sous l'influence de Baroun. Mais pourquoi avez-vous cette inimitié pour Baroun? Il ne comprenait pas. Mais dans le fond de son cœur, il m'aimait beaucoup, Lafond. Sujata. Oui, Satprem. Et alors, son cœur lui a fait faire des choses que sa pensée ne comprenait pas. Mais en fait, Lafond était sous l'influence, sous l'emprise de Baroun. Et l'idée de Baroun, c'était, pas son idée, il l'a manifestée, c'était « je suis le propriétaire de Satprem », comme Navajata était le propriétaire d'Auroville, le propriétaire de l'ashram et de Krishna en or. Eh bien, lui, il était le propriétaire de Satprem. Et avec ça, on fait tout ce qu'on veut. En fait, si Baroun avait réussi à empoigner Satprem, à l'étrangler, le chemin de Nava aurait été libre en même temps. Mais c'était un... Baroun était abondamment payé par Nava. Sujata riant. Oui, Satprem. Maintenant je comprends. Il voulait être le propriétaire des écrits de Satprem. Alors une fois qu'on est le propriétaire, vous êtes étranglé, vous ne pouvez plus rien faire. Sujata. Oui, vous n'êtes plus un agent libre. Satprem. Mais j'avais eu cette vision que je vais te raconter. Je me souviens. C'était aussi peu de temps après le départ de mère, mais probablement du temps de la trilogie, quand j'écrivais la trilogie. J'ai eu une vision de Purna. Purna et Baroun, c'était ensemble, n'est-ce pas, Dieu sait. Note de bas de page, Purna, fille d'André Morisset et amie de Baroun, se joindra à la meute qui tentera d'empêcher la publication de l'agenda de mère. Sujata. Oui, tout à fait. Satprem. Alors, j'étais dans ma chambre à une table et j'écrivais. J'étais enfermée à clé dans cette chambre. Et puis la clé tournait. Purna m'apportait mon déjeuner. Elle sortait, fermait la porte à clé, et moi, j'écrivais. Et puis le soir venait. On rouvrait la porte. Purna venait m'apporter mon dîner. On refermait la porte à clé. Et j'écrivais. Elle était le propriétaire de Satprem. Elle emprisonnait Satprem. Enfin, c'était son idée avec Baroun. On emprisonne, on attrape Satprem sous clé. Eh bien, l'autre aussi, il voulait mettre Krishna en or sous clé. Tu vois comme les choses se raccordent, les visions se raccordent. Et le plan qu'ils avaient, ces gens. Oh, ça, je me souviens. J'étais même montré d'une façon presque humoristique parce que j'étais en train d'écrire, et puis Purna tournait la clé, m'apportait mon dîner, sortait, fermait la clé. Sujata riant. Rapportez votre déjeuner, chi Satprem. J'étais là en train d'écrire comme un fou. Sujata. Mais vous voyez comme mère a eu la bonté de nous donner des avertissements, si j'ose dire. Satprem. Eh bien oui, les avertissements étaient là, mais la bataille, il fallait la traverser. Sujata. Ah oui, Satprem. Mais pendant des années, Baroun était le maître chez Lafond. Sujata. Oui, Satprem. Et ça, j'en ai eu des dizaines de visions, à commencer par celle du turban. Sujata éclatant de rire. Oui, j'en ai le souvenir. Satprem. C'était drôle et pas drôle. Ce n'était pas drôle du tout. J'étais complètement sous le turban de cet homme. Sujata. C'était devant la maison de Lafond. Satprem. Oui, dans la cour de chez Lafond. Sujata. De sa maison même ou de son bureau? Satprem. De son bureau, enfin je ne sais pas. C'était la maison de Lafond et j'étais dans la cour. J'étais là à attendre. Et il y avait Baroun qui sortait de chez Lafond. N'est-ce pas? Moi j'étais dans la cour à attendre. À ce moment-là, je me suis aperçue, il avait appelé une voiture, je l'ai vu avec un gigantesque turban qui avait peut-être 2 mètres de large, Sujata a ri. Il s'est assis devant, et puis moi j'avais un tout petit bout là, coincé contre la porte, sous le turban. Sujata éclate de rire. J'étais écrabouillée dans un coin avec le gros Baroun et son énorme turban. Je crois bien que c'est lui qui conduisait la voiture. Bien symbolique. Sujata. Vraiment, c'est humoristique. Sujata. Dans tous les cas, moi, je n'étais pas allée chez Lafond. J'étais dans la cour, j'attendais. C'était Baroun qui sortait de chez Lafond.
Et pendant des années, Lafont a été sous l'emprise de Baroun. J'ai dû me battre. Note de bas de page. Baroun faisait usage d'un vilain petit pouvoir tantrique sur Lafont. On me l'a montré dans une dizaine de visions assez pénibles, et naturellement contre moi. On me l'a également montré douloureusement. C'est seulement en 1984, le 30 avril, que Lafont me rendra, c'est-à-dire rendra à l'Institut de recherche évolutive, les droits du sannyasin mal acquis par Oropresse Baroun. Sujata. Mais oui, et je me souviens, heureusement, elle était là. Alors il pouvait un peu contrecarrer. Saprem, un peu, pas beaucoup. Sujata. Non, mais quand même, cela a fait que l'agenda a pu sortir. Saprem. Oui, l'agenda a pu sortir. Sujata. C'était une bataille. Saprem. Ils avaient fait leur faux agenda, n'est-ce pas? Et Baroun l'a instantanément envoyé à Lafont en disant « Nous avons sorti le premier tome de l'agenda. » Heureusement tout de même, Lafont a un peu de cœur. Il m'a télégraphié pour me dire « Oropresse m'envoie le premier volume de l'agenda. » Sujata rit. « Recopier des notes sur le chemin ?» Saprem. Oui, le faux agenda. Sujata. Mais oui, et il le nomme agenda, vraiment. Saprem. L'agenda de mer. Heureusement que Lafont avait tout de même un bout de cœur pour me télégraphier et me dire « On m'envoie le premier tome de l'agenda, que dois-je faire ?» Sujata. Oui, et puis qu'est-ce qu'il n'a pas écrit cet homme à Lafont? Saprem. Enfin, ça c'est autre chose. Mais tu vois, la bataille étant comme cela, la bataille était comme cela. Sujata. Oui. Silence. Sujata. Non, je n'ai vu que ces deux hommes, Navajata et Baroun, balayés par la robe de mer. Pas d'autres. Saprem. Et en effet, ils étaient les deux obstacles à l'œuvre. Note de bas de page. Baroun sera balayé en septembre 1987, prise d'Oropresse par les autorités indiennes, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Et j'ai été longtemps sans comprendre vraiment l'importance néfaste de ce petit bonhomme. Navajata, j'avais compris tout de suite. Mais Baroun, je n'avais pas compris tout de suite. Sujata. Oui, parce que c'était, comment dire, plus petit, plus... C'était plus tordu. Et puis, il y avait Purna qui était là. Sujata. Oui, ils étaient bien ensemble, ces deux-là. Enfin. Silence. Bon, voilà. Saprem. Mais d'avance, elle avait balayé les deux obstacles. Seulement, n'est-ce pas? J'ai décidé d'avance, mais il faut le faire pas à pas. Sujata. Oui, combien d'années ça a pris? Saprem. Bon, ça suffit. « 20 février 1974. Billet de Sujata avec une fleur. Oh, mon bien-aimé, voici une aspiration ce matin. Mon cœur est si triste ce matin. C'est comme une chaleur qui monte. J'en ai presque des larmes dans mes yeux. Quand est-ce que mère se montrera à nous? Mon doux, douce. Note de bas de page. Aspiration, nom donné par mère au jasmin de l'Inde. Edgar Faure et Lucifore à Deer House. Note de bas de page, Edgar Faure était le président du Sénat. 26 février 1974. Lettre de Saprem à sa mère. Ma petite mère. Ma dernière lettre t'a fait de la peine, je sais. Mais je ne voulais pas t'enfoncer. Je voulais te tirer à une nouvelle hauteur. Parce qu'il n'y a qu'une façon de surmonter les souffrances, c'est de les changer en lumière. Au lieu de tomber dans le trou, on passe au-dessus et on s'élargit. La souffrance est un tenace mensonge. Dans la vérité, tout est lumière. C'est notre manque de lumière, manque de conscience large qui fait la souffrance. J'ai dit cela à François si souvent, en vain. Je dis cela à ma petite mère et je ne voudrais pas que ce soit en vain.
Si ce monde a un sens, si ce n'est pas une farce tragique, c'est qu'il est fait pour nous apprendre le vaste dans la conscience et la joie au milieu de tout, et toutes les circonstances, même les plus cruelles apparemment, sont exclusivement faites pour nous apprendre cette autre altitude de conscience où tout apparaît différemment. Mais les êtres préfèrent mourir avec leur souffrance que de cracher à la figure de ce mensonge et de dire « Je suis plus grand que toi, plus grand que tes coups, plus grand que ma petite histoire, et on jaillit plus haut, plus large. » Les êtres sont accrochés à une façon de vivre qui est une façon de mourir. Alors voilà, tu es, comme François, devant ce triste sort, et tu as à ta disposition tout ce qu'il faut pour en sortir, si tu veux. Tu me diras que tu ne veux plus rien, mais c'est encore une façon de s'enfoncer. Quand tu venais ici à Pondichéry, les 2 premières fois, tu avais senti quelque chose d'autre, une autre possibilité, une autre façon de vivre et d'être, et puis ça a disparu. Quand tu es revenu après, tu étais toute tirée par ta famille dans le vieux creux, qui est un creux de douleur, en fait, où l'on ne peut rien pour les autres et où l'on ne peut rien guérir, c'est la vie qui descend. Moi, je voudrais te donner la vie qui monte jusqu'au bout, si tu veux. Et c'est pour cela que je soulignais qu'il ne fallait pas revenir ici dans les vieilles conditions avec la vieille attitude. Il y a quelque chose qui monte, c'est cela qu'il faut attraper. Alors on peut mourir, cela n'a pas d'importance, on est plus grand que la mort. Alors on a attrapé le vrai fil qui tisse toutes les vies et qui dénoue tous les nœuds. Alors on peut pour les autres parce qu'on peut pour soi. Et puis tout change de sens, tout est vu différemment. C'est la même différence qu'entre une vie de fourmi et une vie d'oiseau. Seulement, il faut décrocher de tout ça, il faut faire ce décrochage que François n'a pas eu le courage de faire. Il ne s'agit pas de vivre en Inde, mais de vivre à la hauteur de soi-même. Ici, simplement, on est aidé à faire ce pas. Un jour, dans les canyons, tu m'as dit avec beaucoup de force que tu étais libre. Eh bien, la liberté est d'abord libre de la souffrance, ce qui n'empêche pas l'amour ni la compassion. Mais au lieu d'une sentimentalité des fondrières, c'est une force haute, claire et intrépide. Tu me diras encore que tu es vieille et lasse. Mais justement, c'est le moment de changer tout cela. Tu es lasse de ce vieux monde misérable. Oh, combien! Eh bien, jaillis dans un monde nouveau. C'est cela que je voudrais te donner, avec amour, parce que je t'aime. Et peut-être me battais-je avec toi comme je me suis battue avec François. C'est ma façon d'aimer. Je veux la joie et la largeur et la conscience pour les êtres. Je ne veux pas de la souffrance, ni de l'inconscience, ni de l'ignorance dans laquelle ils vivent et ils meurent. Ils meurent indéfiniment, sans avoir appris leur leçon. Alors, je te le répète, viens si tu veux, quand tu veux. Je t'aime dans la vérité et dans la largeur, et je veux pour toi un commencement de vraie vie au-dessus des millions de morts, quelque chose qui ait un sens, une réalité durable, un vrai roc de liberté et de paix. Et puis on comprend tout. Je t'aime vraiment, je suis ton fils, dans la vérité et la hauteur et la vaste lumière. C'est cela que je veux pour toi. Je veux que tu finisses grande, comme tu as vécu grande, et que tout devienne limpide pour toi. Avec amour, Satprem. PS, je t'avais donné une photo de Sri Aurobindo. Prends-la entre tes mains, regarde-la. Il y a quelque chose dedans pour toi.